Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission École et moi, l'émission qui explore les parcours de personnalités à travers le prisme de l'école, que ce parcours soit un parcours lumineux ou cabossé. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une voix, une grande voix comme dirait son père, quelqu'un qui en tout cas considère la musique comme sa langue maternelle. Nash, Anna Chédid, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors déjà, pour démarrer cette émission, j'avais envie de te demander de démarrer finalement en chanson, puisque tu me disais en préparant cette émission que finalement la musique est un peu une langue maternelle. Donc si on revient dans l'enfance, on revient finalement dans la musique. Il y a une chanson, je crois, qui t'est chère, qui s'appelle « Un soleil dans le ventre », qui parle justement de ton enfance et de ton rapport à la musique. Est-ce que tu voudrais bien nous chanter quelques strophes? Ça commence direct. Ouais, c'est une chanson qui est importante pour moi parce que c'est une chanson justement qui parle d'ombre et de lumière, et quand on est enfant on sait pas forcément comment gérer tout ça encore, et donc voilà, ça fait comme ça le début. C'est depuis ma tendre enfance, sans drame mais sans défiance, j'habite une maison dans les nuages. Mais pour point d'offense, je prends mon mal en patience, sans jamais voir le paysage. Pourtant j'ai un grand soleil dans le ventre, un astre qui brille si fort, le plus grand des soleils tout au centre, qui transforme mes plaies en or. C'est magnifique. Comment on transforme les plaies en or ? Comment on transforme les plaies en or ? Je pense que en se connectant à ses profondeurs, quoi. C'est vraiment souvent on a peur, justement, surtout quand on est enfant, on a peur d'aller visiter ces zones de tristesse, ces zones d'ombre, ces zones de peur quelque part, et quelque part en les visitant, c'est une manière justement de transformer ça en quelque chose de lumineux et en quelque chose de fédérateur et de rassurant. Il y a ta grand-mère, Andrée Chédid, qui a fait une très belle poésie aussi qui s'appelle « Regarder l'enfance » aux épreuves du vivant. Et elle dit « Jusqu'au bord de ta vie, tu porteras à ton enfance ses fables et ses larmes, ses grelots et ses peurs. » Et je trouve qu'il y a un écho, en fait, entre ce qu'elle évoque et ces plaies dont tu parles, dont on essaye d'être alchimiste, finalement, pour exactement ça. Transformer le plomb en or. Exactement. Et toi, les blessures, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marquée et sur laquelle tu as dû travailler pour réussir à en faire de l'or ? Il y en a plusieurs, mais il y a la séparation de mes parents qui a été un événement quand même qui est arrivé très très tôt, moi, dans mon existence, donc qui a été un événement assez important. Mais à l'école, c'est vrai que j'ai vécu quelques événements qui m'ont un petit peu fragilisée, de pas justement de me sentir toujours un petit peu à côté, de me sentir pas un peu comme un ovni comme ça. Toute ma scolarité, ça a été un peu ça. Et ça, j'ai dû vraiment apprendre à me faire une place, en fait. Mais j'ai dû le faire un peu, moi, en sortant de l'école, quoi. Et ta grand-mère, je crois, t'a offert un carnet quand tu étais petite pour commencer à écrire. Alors nous, on a un petit cadeau pour toi. C'est un joli carnet. C'est très gentil. J'adore les carnets. C'était quoi la première phrase, tu te souviens, que tu as écrite dans ce carnet ? C'était un poème. J'écrivais des poèmes, en fait. Justement, je commençais à poétiser un peu la vie. Je racontais, j'inventais des personnages complètement avec des cheveux orange, des personnages complètement irréels comme ça, et je leur faisais faire des bêtises, je leur faisais faire tout, en fait. Il n'y avait pas de limite. Je me suis rendu compte très vite dans l'écriture, dans la création, qu'il n'y avait aucune limite. Une femme pouvait avoir les cheveux orange et une chaussure verte, une chaussure jaune, pouvait avoir des pensées complètement absurdes, complètement irréelles. Tout était possible. Donc j'ai vraiment découvert un espèce de champ des possibles extraordinaires, quoi. Et ta mamie, je crois qu'elle te donnait des petits trucs un peu... Ah ouais. Alors tu m'avais dit en préparant que t'aimais moyennement ces petits gâteaux, donc des petits gâteaux blancs avec chocolat blanc. Au chocolat blanc, ouais. Ça m'a à la fois, c'est un grand souvenir qui m'est un peu traumatique quand même, parce que c'est vrai que gustativement c'est pas la folie, mais voilà, ça raconte beaucoup de choses de mon enfance, ouais. Et ça raconte quoi du coup ces pimes, ces carnets ? Ça raconte
plein de trucs, mais qui sont vraiment, moi, c'est mon histoire. Pour d'autres gens, ce serait une Madeleine et je sais pas, et une télé, j'en sais rien. Enfin, moi, c'est des petits éléments comme ça, des petits détails. Je trouve que les détails comme ça, le Pim's chocolat au lait avec ses petites rayures et ce fourré à la cerise, je crois, c'est une association qui est complètement absurde et en même temps qui pour moi, résonne comme un truc, vraiment une Madeleine de Proust, quoi. Je trouve ça beau, justement, toutes ces petites choses, tous ces petits détails un peu indicibles qui, en fait, ont une importance, quoi, dans nos vies, quoi. Oui, qui on donne une expérience sensible et ouais, c'est ça. Et on se dit qu'on se souvient pas forcément des mots qu'on a entendus. Par contre, on se souvient des émotions qu'on a ressenties. Et dans ton écriture très sensible, dans ta voix, enfin, on sent en fait cette mémoire émotionnelle finalement. Ouais, complètement. Et que tu réinjectes dans ta création. Je pense que les artistes, mais pas que les artistes évidemment, mais c'est des gens qui sont en tout cas très très sensibles aux émotions, aux ressentis, qui réagissent peut-être un peu plus fort que la moyenne, j'en sais rien. On dit souvent que c'est des hypersensibles, en tout cas moi je sais que je le suis. C'est donc magnifique, mais c'est-à-dire qu'une chose qui peut paraître anecdotique pour nous, pour moi en tout cas, va avoir une espèce de proportion hyper forte, hyper sensorielle. Et j'ai pouvoir justement le détecter et donc le transformer, l'écrire, le magnifier en quelque sorte dans mes chansons ou dans je ne sais quoi. Parfois c'est les petits détails qui font l'universalité des choses en fait. C'est l'intime et les petits détails où on se dit ah là c'est drôle moi aussi. Oh, c'est drôle ce truc indicible, ça résonne en moi et c'est ça qui fait parfois la magie. Et justement on parle beaucoup de ponts finalement entre les générations, entre les poésies de ta grand-mère, ce que tu peux écrire toi ou ce qu'écrit ton frère Mathieu. Je dis M qui est devenue une grande chanson très connue et qui vient en partie qui vient de la poésie de ta grand-mère. Toi, est-ce que tu te sens aussi passeuse entre les générations? Avec Peau Neuve notamment, enfin il y a cette idée de faire peau neuve. T'es dans le désert, tu fais peau neuve, tu te régénères finalement. Et comment à la fois on est passeur de génération et en même temps comment on arrive à apporter sa singularité, je pense que justement c'est ça qui est beau dans notre famille, c'est que c'est comme un espèce d'écosystème, c'est-à-dire que chacun, on est tous des artistes avec une sensibilité différente et en même temps on vient tous de cet arbre généalogique, on va dire. Donc on est tous portés par des espèces de thèmes poétiques ou par une espèce de vibration humaniste, comme ça on a un truc un peu commun parfois dans nos écrits, dans notre énergie et en même temps on est tous des artistes vraiment singuliers. Mon père, mon frère, ma grand-mère, moi, on n'écrit pas pareil, on n'écrit pas exactement sur les mêmes thèmes, on n'utilise pas les mêmes mots, pas les mêmes mélodies, pas les mêmes harmonies. Et c'est ça qui est beau, c'est que quelque part, je suis la preuve vivante que même en étant dans une famille d'artistes, je peux réussir à trouver ma voix, à trouver ma place, à trouver mon identité artistique. Et que la comparaison, évidemment, quand on a envie de faire de l'art ou même autre chose, quand notre père est fleuriste ou boulanger et qu'on a envie de faire la même chose, parfois on se demande si on est légitime et tout ça. Toutes ces questions-là, ça a été des questions qui m'ont vraiment traversée. J'ai vraiment cheminé par rapport à ça. Et aujourd'hui, je fais des ateliers de libération créative pour essayer de donner confiance aux gens par rapport à justement tous les trésors qu'ils ont en eux, quoi. Moi je crois vraiment qu'on est tous uniques et qu'on a tous quelque chose à apporter à ce monde. Alors c'est peut-être un petit peu naïf, mais je le crois vraiment. Et ton père, dans son dictionnaire amoureux, dit quelque chose de très beau sur toi. Il dit Anna, c'est celle qui pour moi est la grande voix de la famille. J'avais oublié ça en plus. Ça fait très plaisir. T'es la plus petite, mais tu es la grande voix de la famille. Ouais, c'est vrai qu'ils ont tous ce truc-là à me dire souvent que je suis un peu la voix comme ça de la famille. Mais après, moi, j'ai fait du chant lyrique. La voix, c'est mon premier instrument. C'est vraiment un instrument qui est très très important pour moi. J'entendais Maria Callas quand j'avais 7 ans. J'essayais de l'imiter dans ma salle de bain avec la réverb et tout, de la baignoire. Je me souviens très bien. C'est la voix, moi, qui m'a vraiment impactée en premier. C'est la voix. C'est vraiment mon instrument favori, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il dit ça, je sais pas. Alors, sur ton parcours d'école, le premier mot qui te vient quand je te dis école, c'est quoi ?
c'est un manque de liberté qui me vient. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage de dire ça aujourd'hui, parce que je sais que si j'étais allée à l'école aujourd'hui, en ayant maintenant plus une trentaine d'années, peut-être que je me serais intéressée différemment aux choses, j'aurais eu plus de recul et tout ça, mais le fonctionnement de l'école a été quelque chose d'assez enfin, pas naturel du tout pour moi. Tu parles de conformité. Ouais, de conformité, de sentir que justement le fait de devoir le système de notation, d'avoir justement tout ce panel de matières générales entre guillemets, et puis de devoir essayer d'avoir la moyenne dans tout, et de devoir essayer de sentir toujours un petit peu en décalage, quoi. Quand t'es pas bon élève, ou quand t'as pas un cerveau qui est complètement programmé pour comprendre ce système éducatif, ça peut être douloureux, ça peut être difficile. Tu peux te sentir vraiment toujours un petit peu ovniesque, quoi. Moi, j'aurais adoré aimer l'école. C'est ça le truc que j'essaye de dire. C'est que j'aurais adoré aimer l'école, parce que je pense potentiellement que j'aurais pu adorer ça. Ouais. Et parce que je suis intéressée, je suis hyper curieuse et tout. Aujourd'hui, tu me mets dans un cours de français, je vais être passionnée, quoi. Je le sais. Mais c'est ça, en fait, moi, qui peut me frustrer. Et il y a des enseignants qui t'avaient marqué ? Ouais, un prof de philo, prof de français aussi, qui m'avait énormément marqué, qui était justement très charismatique, qui avait vraiment envie de nous faire aimer la littérature, qui avait des arguments très beau, très noble. Il était passionné, vraiment. Et en fait, le fait qu'il soit passionné par son sujet, je me souviens même, il fumait en classe. Enfin, j'en avais jamais rencontré un comme ça, quoi. Tu sentais que c'était vraiment quelqu'un qui voulait vraiment nous rendre passionnés, quoi. En tout cas, moi, je sais quand même, que j'ai quand même appris des choses à l'école. Et qu'il y a quand même certains cours qui m'ont marqué vraiment, et qui m'ont sûrement apporté vraiment quelque chose de tangible dans mon métier aujourd'hui, je pense. Et alors justement, on a une petite question, on a deux petites questions d'une petite fille qu'on te propose d'écouter et d'y répondre, si tu en es d'accord. Est-ce que l'école c'est fait pour qu'on soit tous pareils à la fin ? C'est trop mignon. Bah non, je pense pas que la volonté de l'école c'est ça. Mais malheureusement, parfois le ressenti d'un enfant qui se sent pas forcément qui ne se retrouve pas dans ces codes-là peut avoir ce ressenti-là. Et justement, c'est ça que je trouve entre guillemets parfois un peu dommage. C'est de se sentir de sentir qu'on doit essayer de sentir cet esprit un peu plus conforme comme ça, qui moi m'a un petit peu bloqué, quoi. Qui empêche d'être soi, finalement. Ouais, qui empêche de découvrir, en tout cas. Qui on est. C'est même pas qui empêche d'être soi, mais c'est qui empêche à ce stade d'explorer ça, peut-être, à un moment. Et elle a une deuxième question, cette petite fille. Pourquoi je me fais gronder quand je chante en classe ? Trop mignonne. Bah voilà, j'ai vécu la même chose. Moi, j'étais un peu comme ça. Je regardais un peu les petits oiseaux et tout. J'écrivais un peu de la poésie et je me faisais un peu gronder aussi. J'étais un peu dehors. Je regardais ce qui se passait dehors et ça m'inspirait, l'extérieur, la nature, les feuilles. Et je partais un peu dans mes rêveries comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait un côté un petit peu dur de bah non, faut que tu reviennes à la réalité. La vie, c'est pas ça et tout ça. Mais je peux comprendre aujourd'hui pourquoi. Être enseignant, c'est un métier extraordinaire et c'est un des plus beaux métiers du monde. Et c'est vrai que de tenir parfois une classe avec les personnalités de chacun et tout, je peux comprendre que ce soit pas évident. Maintenant, je le comprends mieux. À cette époque-là, je le comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi on me prive de ça, quoi, en fait. De la nature, de la poésie, de ma créativité. J'ai l'impression d'être privée de ma créativité. Intéressant. Alors, et si on écoute, pour le coup, ton papa sur l'école... J'ai vécu l'école comme une prison, vraiment. J'ai jamais vraiment eu la chance de tomber sur des profs initiateurs. Tout ce que j'ai appris, en fait, c'est en dehors. Ouais. En fait, je pense qu'ils nous ont aussi un peu inculqué ça. Ma mère est un peu pareille. Ma mère détestait l'école aussi. Donc, j'ai eu 2 parents qui avaient vraiment un parcours scolaire complètement chaotique. Quand ils voyaient qu'on était un petit peu perdus là-dedans, ils n'étaient pas non plus étonnés. Et voilà, donc...
peut-être qu'ils nous ont un peu passé ça aussi. Et alors, tu m'as dit à la fois que personne n'avait le bac et que personne ne lisait des partitions, ce que je trouve assez incroyable, parce que vous êtes tous des musiciens de génie, vous avez tous une oreille, et ça m'a vraiment évoqué une réflexion sur la méthode française versus la méthode Suzuki au Japon, que tu dois connaître. Voilà, de l'histoire de ce japonais qui considérait justement que la musique c'était une langue maternelle, parce qu'il avait du mal d'ailleurs à apprendre l'allemand, et il a inventé cette méthode très naturelle d'écoute finalement et d'apprentissage de la musique par l'écoute plutôt que par le solfège. Et nous en France on a tendance à vouloir poser l'alphabet, le solfège avant l'instrument. Moi je suis moi-même organiste, et quand j'étais petite voilà, je sentais qu'il fallait la contrainte du solfège, alors que moi je comprenais pas grand chose en fait à tout ça. Et je voulais savoir comment toi tu percevais cette norme finalement d'apprentissage qui viserait à d'abord poser le cadre, les notes, avant finalement d'expérimenter la musique, de la vivre, de vibrer. Je pense que la musique c'est un langage émotionnel, et c'est vraiment, on dit que c'est le langage universel, c'est-à-dire que tu peux ne pas du tout comprendre la langue, ou même voilà, ou ne pas avoir une sensibilité à la mélodie ou à la rythmique, tu peux comprendre ce qui se passe émotionnellement. Et en fait, quelque part, couper entre guillemets l'émotionnel sur l'apprentissage d'un langage émotionnel, pour moi ça me paraît complètement antinomique. Donc c'est-à-dire que je pense qu'on peut totalement apprendre la musique en faisant du solfège et en ayant une éducation un peu académique au niveau de la musique, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on ne peut pas, surtout au début, fermer la porte à l'émotionnel. Parce que je pense que la manière, enfin, pour moi, comprendre la musique, c'est aussi comprendre la trajectoire émotionnelle. À mon sens. Et nous, on nous a appris la musique comme ça. Avec voilà, ces sensations, ces émotions, cette interprétation émotionnelle en fait. Et moi j'ai l'impression d'avoir compris vite entre guillemets la musique, mais les musiques, les rythmes, ça peut être de la musique indienne, de la musique du rap, du hip-hop, du jazz, j'écoute de tout, de l'électro. En fait, pour moi c'est une portée émotionnelle la musique, une portée émotionnelle plus qu'une portée de notes ou de rythme en fait. Et quelque part il y a plein de gens qui se coupent de la musique et qui disent toujours moi je sais pas chanter, moi j'y connais rien à la musique et tout ça. Parce qu'en fait, ils n'ont pas laissé, quelque part, ils n'ont pas ouvert cette porte émotionnelle. Mais en fait, tout le monde peut comprendre la musique. Et tout le monde écoute de la musique. Tout le monde peut comprendre de la musique. Tout le monde peut jouer, je pense, de la musique. Mais en fait, parfois, cette éducation un peu plus académique et presque plus cérébrale nous coupe un petit peu de l'émotionnel, qui est pour moi le langage musical, c'est le langage émotionnel, quoi. Donc on peut pas le couper, quoi, à mon sens. Et à l'école, on a tous vécu les cours de flûte à bec. Exactement. Je sais pas si à ton époque. Ah bah bien sûr, j'en ai fait à fond. Et d'ailleurs, ça m'a fait moins aimer la musique à ce moment-là. On parlait jamais d'émotionnel. Enfin, c'était vraiment voilà. Et c'est ça aussi, je pense, qui m'a un petit peu bloqué moi dans les études, on va dire, les cours d'études. C'est le côté un petit peu presque plus technique. Technique des choses, quoi. Voilà, tu veux faire ça, faut faire ça, et puis c'est comme ça qu'il faut faire, et puis c'est ça qu'il faut atteindre, c'est ça. On te demande de faire ça, bah tu l'as fait, même s'il y a aucune portée émotionnelle, bah t'as réussi à faire ta note et c'est bon. Il y a quelqu'un qui va faire un peu n'importe quoi, mais il va se passer un truc, et en fait il va te donner quelque chose de profond, et bah c'est pas bon parce que t'as pas réussi à faire. Mais moi je comprends pas ça. Enfin, c'est un truc dans mon cerveau que. Et alors justement pour parler de cette, des examens, des évaluations. Je ne sais pas si tu connais cette petite caricature. L'idée de cette petite caricature, c'est évidemment de dire qu'on est tous différents. Si on nous met le même examen, certains vont échouer parce qu'en fait, il est structurellement impossible pour certains des animaux que nous sommes, quoi. Exactement. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti? Ce que j'ai ressenti, et puis surtout ce que je ressens, c'est que pour moi, une école, une classe, par exemple, pour moi, c'est une mini-société. C'est comme un écosystème. Et chacun a son talent, ses talents. Et chacun peut s'apporter, justement, celui qui va réussir à monter l'arbre en 2 secondes peut apporter quelque chose à celui qui n'arrive pas à monter cet arbre-là, mais qui va réussir à nager dans un lac juste à côté. Et en fait, je trouve que ce système aussi ne nous permet pas de pouvoir, entre guillemets, créer cet écosystème vertueux qui pourrait justement être aussi dans le partage, dans l'entraide, dans toi, qu'est-ce que tu peux m'apprendre, toi, qu'est-ce que tu sais faire, et quelque part, se détacher un petit peu du jugement.
Et du fait de t'arrives pas à faire ça, c'est pas bon, t'as pas une bonne note, c'est pas bon. Et comment en fait toute cette classe peut réussir en fait à créer cet écosystème. Et c'est vrai qu'on est dans un système éducatif extrêmement compétitif en France. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas vrai dans tous les pays du monde. On est un des pays les plus compétitifs où le poids du diplôme est extrêmement fort sur les trajectoires des individus. On compare et on n'est pas dans un modèle de coopération et d'émulation finalement. Et le bulletin de notes, c'est un petit peu le rendez-vous la sanction. Trimestriel, la sanction. Alors, donc il est vide celui-là, c'est le tien. Oh là là, ça va pas être brillant. Et je voudrais que tu le remplisses, toi, en fonction des matières. Alors, c'est une note que je dois mettre là à côté ? Là, une note et là, une appréciation. Qu'est-ce que tu mettrais Alors, français, je pense que j'étais pas sur 20 sur 20 et au collège. Au collège. Je pense que je devais être sur 14 sur 20. Ce qui est pas génial, mais pas mal. Pour moi, c'était vraiment mon max. EPS, collège, c'était pas fameux, mais quand même, j'avais la moyenne, c'est sûr. Je devais avoir 12 sur 20. Musique, c'était pas mal quand même, j'avoue. Je devais avoir un petit 16 sur 20, je pense. Mathématiques, c'était catastrophique. Je devais avoir peut-être un petit 8 sur 20. Art plastique, ça va, mais pas foufou quand même. Je dirais un petit 12. Culture générale... Général, hein. Général, je dis... allez, un petit 10, je pense. Créativité, appréciation, c'est dur, je sais pas. Je pense une bonne capacité capacité d'imagination, on va dire. D'imagination et de création. Je pense qu'on aurait pu mettre ça, un truc comme ça. Confiance en soi... Waouh. À l'école, hein, encore une fois. Pas beaucoup de... manque de confiance, on va dire. Manque de confiance dans certaines matières. Hein. Dans certaines matières. Voilà. Sensibilité... plus. Pas évidente à gérer. Voilà. Et l'appréciation générale de l'élève Nash ? Je dirais beaucoup de bonne volonté, parce que quand même j'en avais de bonne volonté, mais un peu trop dans la lune, pas assez concentré. Et voilà, je dirais ça. Ok. Ouais. Et alors, tu m'as dit que tu avais reçu un commentaire qui t'avait blessé. Tu m'as dit, Anna, c'est pas un poil qu'elle a dans la main, c'est un arbre. Ouais. On m'avait dit ça. On m'avait dit ça, c'était horrible. Au collège, on m'avait dit, mais Anna, c'est pas un poil que vous avez dans la main, c'est un arbre. Je suis là, genre, mais quelle horreur. Et j'ai vraiment j'ai cru pendant très longtemps que j'étais vraiment flemmarde, quoi. Que c'était mon caractère. Or, aujourd'hui, je travaille 8 jours sur 7 et je suis très passionnée et je suis toujours en mouvement, j'ai toujours plein de projets, plein d'idées, plein de trucs et j'ai vraiment une capacité de travail qui est très très importante. Mais voilà, si j'avais vraiment intégré ça comme une espèce de croyance ancrée de ma personne, je pense que ça aurait pu m'handicaper pendant très longtemps. Et ça, on mesure pas l'impact que ça a, les mots, notamment dans l'enfance, hein, les mots qu'on pose en tant qu'adulte, que ce soit en tant que parent, en tant qu'enseignant, parce que c'est ce qu'on appelle l'étiquetage. Hein, on va avoir l'impression d'être cette étiquette, en fait. Exactement. Et ça peut faire beaucoup de mal, en effet. Je pense, ouais. Alors, j'avais envie de te demander, en fait, qu'est-ce qu'il faut désapprendre, à ton avis, pour être soi ? Parce que si l'école, c'est quelque chose qui formate en partie, qui essaye de poser des communs, qu'est-ce qu'on doit désapprendre pour être soi ? Je pense qu'il faut désapprendre à devoir tout réussir, déjà. Ça, c'est vraiment très important, je pense. Parce qu'on peut pas tout réussir. On n'est pas bon dans tout. Et c'est pas grave du tout, au contraire. Et justement, apprendre à savoir
ce qui nous fait vraiment vibrer, à savoir ce qui nous donne vraiment envie de réussir, en fait, quelque part, de réussir nos vies, de réussir nos existences. Et je pense que c'est ça, la première chose, c'est de se dire, bah voilà, je peux pas tout réussir, je sais pas tout faire, je serai pas bon dans tout. Et c'est pas grave du tout. Je vais essayer de trouver, justement, les choses qui me font vibrer, les matières qui me font vibrer, ou les choses qui me font vibrer. Et je vais essayer, justement, d'être encore meilleure là-dedans, d'apprendre encore plus, au lieu que ce soit quelque chose de difficile, de fastidieux, inverser la vapeur pour justement trouver de l'enthousiasme, du sens et apporter du sens à nos vies, quoi, tout simplement, quoi. Et alors, tu me disais que t'étais, je crois, 7 fois tata. Ouais, de 0 à 22 ans, c'est quand même pas rien. Ouais, c'est pas rien, je suis d'accord. Et donc, on a parlé du passé, le présent, c'est ces enfants-là qui sont aujourd'hui dans les études, enfin, quel que soit le niveau auquel ils sont. Alors, 0-3, a priori, ils sont à la crèche. Mais comment tu les vois grandir? Quel regard tu poses sur eux, leur enfance, la manière dont ils se construisent dans l'école? Je suis assez, je suis très touchée de les voir grandir. Voilà, ma grande nièce qui a 23 ans aujourd'hui, qui a maintenant passé son bac et tout ça, qui est une des seules qu'il a eu. On était très fiers. Qui voilà, a trouvé sa voie et qui le fait d'une manière justement très intelligente et très saine. C'est toujours incroyable. Après, j'ai mes nièces un peu plus jeunes qui passent le bac et tout ça, qui sont quand même plus dans des questionnements avec maintenant le contrôle continu, tous ces trucs-là. Et puis, il y a plein de systèmes. On sent qu'elles sont plus dans un moment où elles se posent des questions. C'est un moment difficile, je trouve. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais passer mon bac. Qu'est-ce que je vais faire comme études? Il faut choisir vite. Il faut choisir maintenant, avant même d'avoir fini. Donc, on sent qu'il y a une pression quand même. Mais c'est normal, on l'a tous vécu, toutes et tous vécu, donc bon, voilà. Mais voilà, j'espère qu'on leur apporte justement cette liberté, en même temps ce cadre, et en même temps cette liberté qu'elles vont s'épanouir, et qu'elles vont s'épanouir, quoi. Voilà, dans leur aspiration profonde, en fait. Et c'est pas un truc de on est des bisounours, on n'a pas conscience de la réalité et tout ça. Je pense que le monde est trop violent et que quelque part, si on arrive à tous trouver du sens dans nos existences, quel que soit notre métier, notre métier, mais si on se lève le matin en se disant, bah voilà, dans ce monde qui est parfois vraiment chaotique, et il faut rapporter de la lumière, et même si, voilà, si tous les jours on se réveille et on a envie de sourire parce qu'on va s'attabler ou faire quelque chose qui donne du sens à notre vie, on a gagné, quoi. On a gagné, quel que soit notre métier, quel que soit notre métier, quoi. Et alors là, j'ai envie de passer sur la question de l'école de demain, enfin la vision que tu pourrais porter pour que cette école, elle soit accueillante finalement pour toutes les diversités et tous les profils, toutes les sensibilités. Pour toi, déjà, ce serait quoi le but de l'école? Alors, je discutais avec un ami qui me disait, ce serait permettre aux enfants d'être plus humains. Je trouve ça joli. Ouais, c'est magnifique. Toi, tu mettrais quoi comme mot sur le but de l'école? Je pense que c'est une très belle définition. Je pense que le but de l'école, pour moi, c'est déjà de permettre à l'enfant, justement, d'avoir un regard sur qu'est-ce que peut être sa vie, qu'est-ce que peut être le monde, en fait, quelque part, et qu'est-ce que la vie peut m'offrir, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'il va à l'école, il rencontre d'autres enfants qui viennent d'autres familles, d'autres cultures, d'autres origines, et puis déjà, il y a ce vivre ensemble qui peut se créer, donc c'est une richesse extraordinaire. C'est pour ça que l'école, c'est extraordinaire. Il peut avoir justement une vue sur les différentes matières, et puis savoir justement ce qui résonne moins, et qu'on l'accompagne dans son chemin. Voilà. Pour moi, c'est un accompagnement, c'est un espèce d'envol absolument fabuleux. Voilà, lui permettre de trouver justement sa liberté, en fait, quelque part. Une école de la vie et une école de la liberté. Ouais. Et comment tu dessinerais ça? Ou tu chanterais ça, cette vision? Ce serait quoi la métaphore qui incarnerait cette vision de... Justement, c'est un oiseau, je pense. En fait, c'est peut-être idiot, mais c'est quand on dit un enfant qui vole de ses propres ailes, c'est vraiment lui permettre de voler de ses propres ailes. Que quand on lâche, il puisse dignement réussir à voler dans le ciel qu'il a choisi quelque part. Je pense que c'est ça, pour moi, le but de l'école. C'est de lui donner confiance, et comme le but d'être parent, quelque part, qu'il puisse se lever, marcher et aller dans son chemin
en sentant cette sécurité, quoi. En art plastique, t'étais pas très bonne, je crois, mais tu veux pas nous faire un petit oiseau? Oh là là, quel enfer. On te fait bosser, dessiner, écrire, je sais pas chanter. Comment faire ça. Je suis vraiment mauvaise, bon, c'est pas grave. Mais le tien avec ta vision, ça peut être 3 traits. Ça va être bizarre un peu. On dirait une mouette. Voilà, une petite mouette. J'aime bien les mouettes. Dans beaucoup d'amour, voler dans beaucoup d'amour, parce qu'on en a besoin. Voilà. J'adore. Voilà, voler. Voler de ses propres ailes, voler vers la vie, voler vers son horizon. Moi, il y a quelque chose que tu as dit qui me touche beaucoup, c'est cette question à la fois du chemin de liberté et en même temps du vivre ensemble. Ouais. C'est quelque chose qu'on est en train de perdre aujourd'hui dans l'école qu'on vit, avec de plus en plus de séparation, de stratégies d'évitement, de peur en fait de l'autre, d'autres religions, d'autres cultures. Donc voilà, comment en fait l'école peut encore être ce lieu où on apprend à grandir ensemble avec des gens différents de soi. Ben moi je pense que justement ça devrait être une matière presque, c'est-à-dire que ça devrait vraiment être l'école devrait être quelque part aussi un cercle de parole sur ces difficultés-là, sur apprendre à vivre ensemble, c'est aussi, aujourd'hui, surtout dans nos sociétés, c'est un challenge et on est challengé au quotidien avec ça et c'est un sujet fondamental. C'est l'harmonie, trouver l'harmonie dans nos sociétés commence aussi à l'école. Donc, je pense que il faut justement créer des cercles, des safe places quelque part pour pouvoir réussir à se rencontrer vraiment profondément et voilà et réussir à vivre ensemble. Mais il faut exprimer. Il faut pas que ce soit un espèce il faut que ce soit tapis dans l'ombre comme ça. Il faut que ce soit vraiment exprimé. Il faut que ce soit exprimé, quoi. Et t'étais plutôt dans des écoles publiques Au début, ouais, des écoles publiques, et puis après, j'étais vraiment assez mauvaise, et donc j'ai intégré une école privée vraiment à la fin de mon parcours scolaire, mais ouais, école publique à fond. Et tu te souviens de petits copains ou petites copines qui étaient très différents de toi, où tu te dis, tiens, j'aurais jamais pu les rencontrer sans ça? Ah bah oui, mais tellement. C'est ça qui est merveilleux dans le public, je trouve, c'est que justement, il y a des gens il peut y avoir des grands bourgeois, il peut y avoir il y a tous les milieux sociaux, il y a tous les milieux religieux, culturels, et c'est hyper intéressant. Moi, j'allais faire Shabbat, et puis je faisais le Ramadan avec des copines pendant 2 jours, et puis on allait, on allait à l'église, je sais pas, à la communion de quelqu'un. Enfin, c'est ça qui est extraordinaire. C'est d'une richesse incroyable. On rencontre plein de cultures, plein d'éducations. On rencontre plein de pays aussi à travers tous ces gens-là. Moi, je trouve ça extraordinaire. Une éducation à l'ouverture, quoi. Enfin, l'ouverture d'esprit. Parce que sinon, c'est vrai que si on est dans sa famille et puis enfermé dans son cercle social, on finit par être dans un entre-soi. Complètement. Et pas voir la richesse multiculturelle, c'est une des plus grandes richesses. En tout cas, moi j'habite en France, donc je peux le dire de mon pays, je trouve. Donc je pense qu'il faut la préserver et que ça nous connecte à notre humanité, qu'on ait égalité, fraternité, liberté. Enfin, je veux dire, ces 3 mots-là, moi, ils résonnent. J'ai fait toute ma scolarité en France et je suis née en France, et ces 3 mots qui étaient écrits sur toutes les écoles. C'est les 3 mots qui nous rassemblent. Donc on peut pas les bafouer, on peut pas les oublier, on peut pas les effacer, ces mots-là. Il faut qu'on honore ces 3 mots qui sont fondamentaux, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ce que tu dis est très juste, et on voit que dans le système éducatif français, les émotions, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, c'est plutôt des choses qui ont été mises à l'extérieur du système historiquement. Là, plus récemment, on commence à s'y intéresser, donc se dire qu'à la maternelle, effectivement, plutôt que d'être violent, il faut apprendre à faire de l'alphabétisation émotionnelle, donc à nommer ses émotions, à les partager avec l'autre, à écouter l'autre, et c'est ce qui permet de faire avec, en fait, à la fois sa personnalité, mais aussi la personnalité de l'autre. Donc apprendre à poser les bases d'un dialogue constructif. Et c'est vrai que
le système, il n'a pas été pensé comme ça historiquement. Donc c'est difficile de mettre en place l'empathie. Et finalement, dans les sociétés, notamment nordiques, qui ont réussi à développer de manière plus forte ces compétences-là, il y a moins de harcèlement, il y a moins de violence scolaire, il y a moins de conséquences négatives. Mais parce qu'en fait, de manière préventive, on a créé une culture de l'empathie, de l'écoute, de la construction, du dialogue. Et c'est vrai que ça, je trouve ça fait rêver en fait pour l'école d'aujourd'hui et demain en France. Mais la trajectoire qu'on prend, elle ne semble pas être celle-ci. Mais c'est pour ça que je pense aussi que l'art, par exemple, la musique ou co-créer des projets artistiques ensemble, se rencontrer dans l'émotionnel, parce que justement co-créer un projet artistique, c'est aussi se rencontrer dans l'émotionnel, avec des élèves par exemple ensemble. Et je pense que c'est important. C'est important justement d'avoir justement cette porte de l'émotionnel ouverte quelque part à un moment donné, dans un cercle de parole, dans un projet créatif, artistique, où on peut échanger des choses profondes, du sens en fait, du sens profond. Parler d'humanisme, d'existence, de vraies questions profondes, quoi, pas superficielles. Je pense que c'est intéressant de cultiver ça, parce que c'est des endroits, des projets qui peuvent vraiment générer aussi du dialogue et des questionnements et du dialogue profond, quoi. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est l'immédiateté. On voit qu'on arrive dans un monde un peu de fake news, de post-vérité. On prend plus le temps de rentrer en profondeur dans des questions existentielles, qui vont faire qu'on va se relier à soi et puis aux autres. Et tout ça fait qu'on se perd, en fait. Les liens se distendent. Et c'est vrai que l'école pourrait être cet îlot de stabilité qui protège un petit peu du bruit du monde et de la rapidité du monde pour donner le temps, en fait, aux enfants de pousser. Exactement. Et puis il y a aussi cette idée du libre arbitre aussi, de retrouver son libre arbitre, le jugement qui est quand même sur les réseaux sociaux, par exemple, le sentiment presque number one, c'est-à-dire qu'on regarde un truc, c'est oui, c'est non, l'algorithme vient nous rattraper, et puis voilà, il y a le bien, le mal, il y a un truc dont le jugement est de plus en plus féroce, on va dire, et de plus en plus dur, et en fait le fait de retrouver aussi son libre arbitre, que l'enfant puisse vraiment essayer de se connecter à son libre arbitre, d'avoir vraiment un avis sur les choses, un avis propre, qui est loin de l'algorithme, qui est loin de la bien-pensance algorithmique quelque part, ou même culturelle, qui puisse vraiment se réapproprier son libre arbitre. Je pense que ça, c'est important. Oui, clairement, on navigue dans des bulles informationnelles, et la question de l'esprit critique, de la capacité à se faire un avis, quel que soit le bruit ou la bulle dans laquelle on est enfermé. À ressentir, en fait. C'est la même chose. C'est ça, mais ça demande une grande liberté et une capacité de conscience aussi de ce qui est en train de se passer. Toi, je sais que tu es prof de créativité, on pourrait dire ça finalement. Quel prof de créativité tu es ? Bah justement, j'essaye justement de voir toutes les petites graines qui ont été semées, qui ont pu semer la zizanie justement avec c'est-à-dire par exemple t'as pas un poil, t'as un arbre, on l'a tous eu, ça peut être tu danses comme un pied, tu sais pas chanter ou t'es pas faite pour ça, ou j'en sais rien, et en fait des enfants qui ont eu justement un apprentissage musical très très dur et qui se sont un peu déconnectés, je sais pas le faire, je suis nulle et tout ça, et j'essaye justement d'identifier un peu avec les gens que je rencontre dans mes masterclass, justement toutes ces petites graines un peu qui ont semé la zizanie, pour essayer vraiment de les identifier, et déjà que les gens se rendent compte qu'il y a eu des espèces de petits événements comme ça, de petits facteurs, de petites croyances limitantes comme ça qui sont insérés dans leur cerveau, on va dire. Et qui sont bloquants. Ouais. Et puis après, de les reconnecter justement à cette envie créative, à ce feu un peu qui est en nous. Quand tout ça s'enlève, qu'est-ce qui se passe ? Et puis ça remonte, ça revient. Et parler justement d'alchimiser ses émotions, d'exprimer, quelque part, comme si ça fait partie de la santé, quoi. C'est-à-dire, tiens, j'ai une émotion, au lieu de la garder, je vais pouvoir l'alchimiser. Et pas forcément pour mettre sur les réseaux sociaux
et que tout le monde m'écoute et que pas du tout, hein, c'est juste un truc très Intime. personnel, intime. Et voilà, donner un peu des clés comme ça. Et tu parles le mot santé, je m'accroche à ça parce que ça fait partie de la santé mentale en fait. Aujourd'hui, on est sur la grande cause santé mentale. On commence à oser parler des émotions comme faisant partie de la santé mentale, mais tout ça, il y a beaucoup de tabous en fait. Alors que finalement, c'est le propre de l'être humain. Enfin, quand on voit le développement de l'intelligence artificielle et des machines, le propre de l'être humain, c'est justement le sensible, l'émotif. C'est notre plus grande force. C'est vraiment notre plus grande force. Et devoir mettre une carapace et devoir s'éloigner de cette inspiration sensible, on va dire, peut générer aussi d'autres problèmes, enfin de la tristesse, parfois même de la dépression, parce que on a coupé le robinet de nos émotions, parce que c'est trop dur, parce qu'on a peur de se faire éclabousser et de se noyer dans ce robinet émotionnel. Et moi, ce que j'essaye d'apprendre, c'est justement comment gérer la gestion de ce robinet, de pouvoir l'ouvrir, le refermer, de pas se laisser envahir par ses émotions, parce que souvent on a peur d'ouvrir cette créativité parce qu'on a peur de se laisser envahir par ses émotions, mais en fait il y a vraiment il y a plein de petits outils pour réussir à gérer ça d'une belle manière, quoi. Et effectivement c'est fondamental. Il y a ce très beau film de Disney qui parle des émotions, vice versa, et effectivement on voit la personnification de la colère, de la joie, et ça permet d'en parler avec les enfants, et c'est vrai que c'est très important aujourd'hui de pouvoir poser ça dans le système éducatif. Oui, c'est-à-dire que toutes ces émotions-là sont nobles. Vraiment, toutes ces émotions sont nobles. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit d'être en colère, j'ai pas le droit, c'est pas bien, mais en fait, le fait de refouler, on se rend compte des années plus tard que ça peut créer vraiment des vrais désordres émotionnels. Et le fait d'accueillir ces émotions-là, d'essayer de les alchimiser, quel que soit le médium, quelle que soit la manière, c'est très positif en fait. Et donc si on résume, l'école finalement ce serait une école qui prépare à la vie, une école qui accueille chacun dans sa singularité et qui crée du vivre ensemble, et une école qui aide à décoder les émotions, notamment à l'heure finalement de l'intelligence artificielle où on automatise beaucoup de choses, qui aide l'humain à être très humain finalement. Très humain, parce que je pense que notre force c'est ça, c'est l'émotionnel, c'est notre humanité, donc c'est ça qui va nous permettre aussi de pouvoir trouver cet écosystème, ces talents, ces forces vraiment profondes qu'on a en nous, et créer, j'espère, une société plus harmonieuse, quoi. Et c'est vrai que les grands pédagogues, souvent, c'est des pacifistes. Enfin, c'est des gens qui ont réfléchi profondément sur quelle école pour quelle société, finalement. On ne peut pas vouloir éduquer les enfants sans se poser la question de pourquoi, enfin, pour quelle humanité, pour quelle société. Et c'est vrai qu'on se pose peut-être plus assez cette question-là de quelle école pour quelle société, pour quel projet de société, en fait. Exactement. Est-ce que, le but, c'est de se taper dessus les uns les autres, ou est-ce que c'est de construire la paix, le vivre ensemble? Oui, ou est-ce que c'est aussi de construire une société individualiste, justement, ou est-ce que c'est vraiment essayer de construire une société vraiment collective? Pour moi, c'est ça aussi l'axe fondamental. C'est où tu crées une société individualiste et quelque part, on doit être le meilleur, mais on sait même plus dans quoi, mais dans tout, quelque part. On devrait être le meilleur dans tout. Ou alors, on essaie de créer une société collective où là, chacun peut apporter quelque chose et on peut réussir à co-créer et coexister ensemble. Et c'est ça, la force du groupe. Et je crois que tu es sur un nouveau projet, justement, très collectif et avec les enfants. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sans tout dévoiler? Ouais, j'ai écrit un livre, un conte musical pour enfants. Enfin, pour enfants, j'espère aussi pour adultes, mais destiné vraiment aux enfants, qui est justement un conte qui parle vraiment de ça, qui parle vraiment du vivre ensemble et de la musique. Donc du vivre ensemble et de la musique, et comment justement dans cet univers enfantin, la musique peut créer vraiment un lien entre les gens, quelle que soit la musique d'ailleurs, les musiques. Comment on peut espérer une mélodie comme ça continue entre les gens, qui pourrait vraiment accepter, de faire en sorte qu'on s'accepte les uns les autres, accepter nos différences, et que la musique, les musiques deviennent une mélodie comme ça, continue un peu, et nous permettent de trouver l'harmonie entre nous, entre nos différences aussi. Et ça sort en 2026? 27. Ouais. Waouh. Parce que ça va être un spectacle aussi musical, un album et un livre. Ok, génial. Bon, restez connectés. Alors, si je te dis chanter ou écrire,
Ça va être des dilemmes. C'est difficile, ça. Je dirais chanter quand même, parce qu'on peut exprimer beaucoup d'émotions, même sans les mots, donc je dirais chanter quand même. Scène ou studio? Scène. Musique ou silence? Ça dépend des moments, mais musique quand même. Et l'école idéale, c'est plus de liberté ou plus de liens? Impossible. Vraiment les deux, quoi. Vraiment les deux. Merci beaucoup Anna pour le partage de ta sensibilité, ton parcours de vie et puis de ta vision d'une école finalement qui accueille la singularité de chacun mais qui construit aussi le vivre ensemble. Le but de cette émission, c'est d'ouvrir cette grande conversation. Merci à vous d'y participer, d'être là, de commenter et de contribuer à cette grande conversation sur la jeunesse, l'avenir et l'école de demain. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous, à commenter. C'est ce qui fera la réussite de ce projet et la pérennité finalement de notre conversation collective. Merci et à bientôt. Et on libère Anna ou vous avez encore des... Très bien, merci. Merci. Merci à vous. Tu veux pas un doggy bag de Bill? Ah non, merci. Vraiment, je suis... C'est pour vous, c'est pour vous. Merci beaucoup. C'est ça. Non, par contre, le carnet, tu peux le prendre. C'est vraiment pour toi. Ça, c'est sympa, merci. J'avoue, je les ai sortis tout à l'heure, il y a l'odeur de cerise. Ah ouais, c'est dur. Hein.